Vous écoutez Ça sent la fin, la série du Devoir qui se questionne sur la finalité des choses avec des invités aux choix de vie surprenants et aux perspectives inusitées. La fin du monde. Une conclusion difficile à imaginer et pourtant elle a suscité bien des angoisses depuis des millénaires. C'est un thème qui a fait couler beaucoup d'encre en science-fiction. La destruction de la planète Terre a été imaginée avec fracas au grand écran et ça a aussi généré beaucoup de croyances religieuses à saveur apocalyptique. Pour notre invitée, l'astrophysicienne Frédérique Baron, la fin du monde nous amène bien loin dans l'espace. C'est quoi la fin du monde pour une astrophysicienne? C'est la fin de la planète, de la galaxie, de l'univers? Bien, je dirais toutes ces réponses. Parce que j'ai l'impression que quand on parle de la fin du monde, souvent on l'associe à la fin de la vie des êtres humains. C'est en effet une sorte de fin du monde. On peut dire qu'il y a une sorte de fin du monde quand les dinosaures se sont éteints, par exemple. Donc, quand les humains vont s'éteindre, s'ils s'éteignent un jour, soyons quand même optimistes ici, mais s'ils s'éteignent un jour, bien, dans ce cas-là, ça serait une sorte de fin du monde. Ensuite, oui, la Terre, tout meurt et tout naît. Donc, c'est la même chose pour les planètes, c'est la même chose pour les étoiles, les galaxies et même pour notre univers. C'est sûr que quand on pense à l'astrophysique et à la fin du monde, ce sont des fins du monde qui se produisent sur des échelles de temps très, très, très larges. Donc, on ne parle pas de ce qui va se passer dans 100 ans, dans 1000 ans, même dans 10 000 ans. On est sur des échelles d'années qui sont des centaines de milliers d'années, voire des milliards d'années, voire des milliards de milliards de milliards et plus d'années. Donc, ce sont des échelles qui sont un petit peu dures à comprendre pour les humains. Donc, même pour les astrophysiciens ou les astrophysiciennes, ce n'est pas des chiffres qu'on peut vraiment comprendre. On est bon pour une semaine, une journée, un mois, une année. Mais quand on commence à penser à des échelles de temps beaucoup plus grandes, c'est difficile pour les cerveaux humains de comprendre ça. Et ça, c'est normal. Donc, qu'est-ce que l'astrophysique essaie de comprendre? Bien, l'astrophysique essaie de comprendre comment la Terre s'est formée, quelle va être la fin de la Terre, comment le Soleil s'est formé, comment le Soleil va mourir, comment notre galaxie est apparue, comment elle va disparaître, et puis même comment notre univers est apparu, et donc même comment il va disparaître. Dans très, très, très longtemps. Dans très, très, très longtemps. On se rassure ici. Là, c'est une question que, quand je fais des présentations pour les tout-petits, on me demande souvent, mais là, si le Soleil meurt, est-ce que nous aussi, on va mourir? Bien, on va être mort avant. Donc, c'est moins inquiétant vu comme ça, là. Mais quand on y pense, il y a plein d'autres disciplines qui se penchent aussi sur la fin du monde, la fin de l'univers. En quoi ça se distingue, par exemple, de l'astrophysique? Tout à fait. Il y a plein de disciplines qui s'intéressent plus à la Terre elle-même. Donc, un regard qui est plutôt centré vers la Terre, alors que le regard de l'astrophysique est plutôt centré vers l'extérieur de la Terre. Donc, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui pourrait arriver, qui arrive de l'extérieur de la Terre, qui pourrait entrer en collision avec la Terre. Donc, on pense à des astéroïdes géants, on pense à des explosions d'étoiles dans le voisinage solaire qui pourraient avoir un impact sur notre planète. Mais les autres disciplines s'intéressent à ce qui se passe au centre de la Terre, au cœur de la Terre, et qui pourrait avoir un impact sur la vie sur la Terre. On peut penser à un super volcan qui entrerait en éruption et qui aurait un impact sur le climat de la Terre. Donc, on aurait des nuages très, très épais qui feraient que le climat changerait beaucoup. Il ferait beaucoup plus froid parce qu'il y aurait très peu de lumière qui proviendrait de notre étoile, le Soleil, qui pourrait se rendre au sol. Donc, ça, c'est une possibilité, mais ça, c'est pas de l'astrophysique. C'est peut-être de la volcanologie, de la géophysique. C'est plus une étude de la Terre plutôt qu'une étude de ce qu'il y a au-delà de la Terre. Là, j'ai une grande question. Quand on parle de la fin de l'univers, quelle va être la cause de cette fin? Bien, je vais appeler ça une mort naturelle. Donc, les humains, si tout va bien, les humains naissent et les humains meurent de cause naturelle. Il n'y a pas de raison. L'univers, si l'univers meurt, donc en même temps, ici, on devra définir qu'est-ce que ça, on veut dire ici par une mort de l'univers, mais l'univers va évoluer de façon naturelle vers un nouvel état. Et donc, j'appellerais ça une mort naturelle. Je pense pas qu'il y a rien qu'on puisse faire pour empêcher cette évolution. C'est beaucoup plus fort que ce que nous, les êtres humains, on peut faire. Mais à quoi ça va ressembler? Comment est-ce qu'on peut se l'imaginer dans notre tête, la fin de l'univers? Mais pour moi, la fin de l'univers, bon, là, il y a plusieurs hypothèses selon le type d'univers que l'on a. Mais une hypothèse de la fin de l'univers, on pense à un univers qui est complètement froid,
il n'y a plus d'étoiles qui émettent de la lumière, où les étoiles sont toutes mortes. Et quand une étoile meurt, elles deviennent soit des trous noirs ou soit ce qu'on appelle des naines blanches, ce qui est un type de cadavre stellaire. Oui, en effet, il y a des cadavres même dans l'espace. Donc, quand une étoile comme le Soleil meurt, on se retrouve avec ce qu'on appelle donc cette fameuse naine blanche. C'est vraiment le cœur de l'étoile qui reste. Et ce cœur-là, au début, il est brillant parce qu'il est chaud, mais avec le temps, comme il n'y a plus de réaction nucléaire dans son cœur, c'est ce qui fait que les étoiles brillent, mais avec le temps, ce cœur chaud-là devient de plus en plus froid, de plus en plus sombre. Et on pense que tous les objets, éventuellement, vont mourir, donc soit devenir des naines blanches et devenir de plus en plus froids avec le temps, soit devenir des trous noirs, et les trous noirs vont éventuellement s'évaporer. C'est une conséquence de la mécanique quantique. Donc, quand moi, je pense à la mort de l'univers, la mort de tout ce qui peut exister, ce que j'imagine, c'est un monde, un univers froid, sans lumière. Ce qui est un peu épeurant. Oui, et c'est souvent pas comme ça qu'on se l'imagine. On a en tête des scénarios beaucoup plus violents, beaucoup plus catastrophiques. C'est pas un film d'action où des astéroïdes tombent sur la Terre et il faut sauver la planète. Ici, on est dans un horizon de temps beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, quand on parle à un trou noir qui aurait 3 fois la masse du Soleil, ce trou noir-là va s'être évaporé en combien d'années? En 1 milliard de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de millions d'années, à peu près. Donc là, ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'années. Et c'est le temps que ça prend pour que le trou noir, essentiellement, n'existe plus. Et après, bien, ce qui va rester, ce sont ces cadavres stellaires froids, inertes. Et c'est ça, la fin de l'univers. Mais c'est dans très, 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 très longtemps. Donc, c'est ça la ligne de temps? Si je posais la question, c'est quand la fin de l'univers? C'est ça la réponse? C'est peut-être pas aussi précis que ça. Donc ça, c'est la fin de l'univers pour ce type de trou noir spécifiquement. On peut en avoir des plus gros, on peut en avoir des plus petits. Il va y avoir mes naines blanches qui prennent beaucoup, beaucoup d'années avant de devenir complètement froides. Mais il reste que c'est une échelle de temps qui est immensément grande. Et ça, c'est pour une hypothèse de la fin de l'univers. Ici, on est dans un univers qu'on qualifie d'ouvert, donc qui évolue, qui est en expansion, qui évolue de cette façon-là pendant un très, très long moment. On ne sait pas si c'est ce qui va se passer. On pense qu'on est proche de ce genre d'univers-là. On sait présentement que notre univers est en expansion. On peut l'imaginer comme un ballon qu'on gonfle. Quand on gonfle un ballon, il devient de plus en plus grand. Donc, l'univers, c'est comme un ballon, mais si je gonfle un ballon présentement, il gonfle autour de moi dans la pièce. L'univers, c'est comme ça, mais sans la pièce. Il gonfle dans rien. L'univers, c'est le tout. Il y a un autre type d'univers, donc c'est une hypothèse, et on pense qu'à un certain moment, dans cette deuxième hypothèse d'un univers qui serait fermé, l'univers est en expansion, à un certain moment, l'univers recommence à devenir en contraction. Et là, il revient à ce point de départ, ce qu'on appelait le Big Bang. C'est là la graine du départ de notre univers. Donc, au départ, le Big Bang, on a une expansion de l'univers jusqu'à un certain point critique, et ensuite, l'univers redevient en contraction, revient jusqu'au point du Big Bang. Et là, on a un genre d'effet accordéon où on aurait en continu un Big Bang, un univers qui s'étend et un univers qui revient, qui se recontracte en un Big Crunch. Et le bang à crunch, à bang, à crunch. Toujours dans des périodes de temps aussi longues entre les deux? Exactement. Exactement. Donc ça, c'est une possibilité pour notre univers aussi. Si on revient à la première hypothèse que tu as évoquée, où la fin de l'univers, c'est froid et c'est sans lumière, est-ce qu'il faut que tous les trous noirs se soient évaporés et que toutes les étoiles, les soleils se soient éteints? C'est essentiellement ce vers quoi on va tendre. Donc, dans combien de temps exactement? Comme je disais, c'est dans des échelles de temps très, très longues, mais c'est essentiellement ce vers quoi on va tendre. Il va même y avoir un moment avant ça où s'il y avait de la vie sur notre planète, autour de notre étoile, étant donné l'expansion de l'univers, on verrait de moins en moins d'étoiles dans le ciel, en fait, de moins en moins de galaxies, et on se retrouverait à ne pas savoir qu'il y a d'autres galaxies autour de nous, parce que notre univers s'étend, devient de plus en plus grand. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans notre univers, mais la chose qu'il y a le plus dans notre univers, c'est du vide. Même dans notre système solaire. Oui, on a 8 planètes, et Pluton, et des planètes naines, des astéroïdes, des comètes. Mais ce qu'on trouve principalement, même dans notre système solaire, c'est du vide. Donc le vide, il est déjà très présent. Il va seulement l'être de plus en plus.
avant que le vide n'avale tout, la fin du monde, c'est aussi une question d'échelle. Il y a nous, sur notre petite planète, dans notre système solaire, qui lui-même n'est qu'une petite partie de l'immense univers. J'ai demandé à Frédéric de mettre tout ça en ordre de grandeur pour mieux l'imaginer. Ma mère appelle ça le pâté chinois de l'univers. Donc, nous, on habite sur une planète. Notre planète, c'est la Terre. La Terre, elle tourne autour de son étoile, le Soleil. Et autour du Soleil, il y a 8 planètes. Et Pluton, qui n'est plus une planète depuis les années 2000. Bon, elle n'a pas explosé, hein, ça aussi. Quand je dis ça aux enfants, Pluton n'est pas une planète et les enfants pensent que la planète, elle a disparu. Elle est encore là. On l'a seulement reclassifiée en planète naine. Et en fait, des planètes naines, on en connaît 4. On pense qu'il y en a des milliers dans notre système solaire. Donc, on a notre Soleil, autour duquel il y a 8 planètes, des astéroïdes, des comètes, des planètes naines. Le Soleil, c'est une des étoiles de notre galaxie, la Voie lactée. Et dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles qui tournent tous autour du centre de notre galaxie, qui est un trou noir supermassif. Notre galaxie, elle n'est pas seule. En fait, si on est dans l'hémisphère sud, on peut voir 2 galaxies naines dans le ciel. Il y a la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de nous, qu'on ne peut pas voir dans l'hémisphère sud. Mais cette galaxie-là, on peut la voir à l'œil nu si on a des très bons yeux ou avec un télescope. Il y a des galaxies dans notre univers, puis on en a aussi des centaines de milliards. Là, je vais nous ramener à une autre dimension, celle de notre planète Terre, parce qu'il y a quelque chose qui nous fascine, surtout si on a vu des films comme Armageddon, c'est la menace d'un astéroïde qui percuterait la Terre, une espèce de fin du monde pour l'humanité. Est-ce que ça, c'est une possibilité? Oui. Oh mon Dieu, c'est stressant, hein? Ça ressemblerait à quoi? Bon, il faut se dire, astéroïdes, il y en a de toutes les tailles. Il y en a des très petits, et c'est ce qui fait les étoiles filantes. Donc ça, on adore. Les étoiles filantes, c'est un des spectacles gratuits de notre univers. Sinon, les Géminides, en décembre, c'est les plus belles étoiles filantes, mais c'est aussi quand il fait très froid, donc un peu moins connu. mais c'est très, très beau. On se souvient aussi, en Russie, en février 2013, il y avait eu un astéroïde qui était entré en collision avec la Terre, un astéroïde qui faisait à peu près 20 mètres de diamètre. Et ça, les gens les avaient filmés parce qu'en Russie, les gens ont presque tous des caméras sur leur voiture. Et donc, on avait vu les astéroïdes l'astéroïde entrer en collision avec l'atmosphère, se défaire en plusieurs plus petits morceaux et puis pleuvoir sur cette ville en Russie. Donc ça, c'est plutôt commun. On peut s'attendre à ce genre d'événement à tous les 100 ans. Ça a quand même des dégâts qui peuvent être assez considérables. Il peut y avoir des morts. Des gens qui ont été tués par astéroïdes, c'est assez rare, là. Donc, ça, c'est vraiment le ciel nous tombe sur la tête. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Après, si on pense à une échelle un peu plus grande, un ordre de grandeur un peu plus grand, il y a ce qu'on appelle des tueurs de ville. Donc là, on parle de roches célestes beaucoup plus grosses, parce qu'un astéroïde, c'est essentiellement une roche, une grosse roche de l'espace. Et donc là, on parle d'un diamètre plutôt de l'ordre de 750 mètres, donc presque 1 kilomètre de diamètre. Et ça, ce genre d'astéroïdes aurait des conséquences beaucoup plus graves, donc c'est pourquoi on les appelle les tueurs de ville. Ça se produit à peu près en moyenne tous les 20 000 ans. Donc on sait ça parce qu'on peut regarder les cratères à la surface de la Terre. Et selon la profondeur des cratères, on peut avoir une idée de la fréquence de ce genre d'événement-là. Donc ça, 20 000 ans, qu'est-ce que ça veut dire, 20 000 ans? On était où, les êtres humains, il y a 20 000 ans? On va être où dans 20 000 ans? Ou même si on fait 10 000 pour se donner... on était où il y a 10 000 ans? Et où serons-nous dans 10 000 ans? Je ne sais pas. Mais ça, c'est possible. Et puis après, on passe aux vraiment gros, les gros astéroïdes qui auraient vraiment un impact majeur sur le climat, de peut-être une dizaine à une quinzaine de kilomètres. Ça va se passer à peu près tous les 100 000 à 500 000 ans. Est-ce que c'est un de cette taille-là qui a causé l'extinction des dinosaures? Ça serait quelque chose de ce genre-là, en effet. Donc, c'est le changement du climat qui a causé l'extinction des dinosaures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de vie sur la Terre. Donc, même s'il y avait un événement cataclysmique qui viendrait éteindre la vie humaine, la vie sur la Terre, est-ce qu'elle continuerait d'exister? Bien, je pense que oui. Il y a des formes de vie qu'on appelle des extrémophiles qui adorent les environnements extrêmes. Donc, ce genre de vie-là vit dans les déserts sur la Terre, dans des milieux extrêmement humides ou extrêmement acides ou extrêmement basiques. On a même retrouvé des formes de vie sur les panneaux solaires de la Station spatiale internationale dans l'espace qui réussissent à vivre.
Moi, je ne suis pas cette sorte de vie-là. Moi, j'ai besoin qu'il fasse pas trop chaud, pas trop froid, pas trop humide, pas trop acide, pas trop ci, pas trop ça. Mais la vie sur la Terre peut survivre des événements que nous, on ne pourrait pas survivre. Donc là, il y a une sorte de fin du monde, mais c'est pas la fin de la vie. Selon Frédéric, une autre catastrophe qui pourrait théoriquement causer la fin du monde tel qu'on le connaît sur notre planète, c'est la menace d'une supernova. Ça se produit quand une étoile beaucoup plus massive que le Soleil meurt. Et donc, quand ces étoiles-là meurent, elles explosent en supernova. Et donc, ça envoie un vent composé de plein de particules chargées qui peut avoir un impact sur la vie sur la Terre. Cet impact peut être positif ou négatif. Donc, on pense que dans le passé, en fait, il y a eu un impact positif. La vie sur la Terre, en fait, les planètes rocheuses même, ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas eu des supernovas avant de créer le Soleil. Les toutes premières étoiles au tout début de l'univers, ce sont des étoiles qui sont faites d'hydrogène, qui est le premier élément du tableau périodique. Elles brûlent cet hydrogène-là et elles font de l'hélium et quelques-uns des premiers éléments du tableau périodique. Mais elles ne font pas les éléments nécessaires pour former des planètes rocheuses. Ces éléments-là sont formés lorsqu'il y a une supernova. Donc, pour avoir une étoile comme le Soleil, autour de laquelle il y a des planètes, comme les planètes de notre système solaire, il faut d'abord qu'il y ait eu une première génération d'étoiles qui soit née, qui ait vécu et qui meure de façon cataclysmique pour créer tous les éléments qui vont permettre de former des planètes comme la Terre autour du Soleil. Donc, une supernova en soi, mais ça a été nécessaire à ce que la vie, telle qu'on la connaît sur la Terre, existe. Si une étoile dont le voisinage solaire explosait en supernova, ça pourrait avoir des effets néfastes sur la Terre. Cependant, on connaît quand même bien présentement les étoiles autour de la Terre. Donc, ce que j'appelle le voisinage solaire, c'est un terme pour dire les étoiles pas trop loin du Soleil. On parle ici à peu près 25 années-lumière. Donc, une année-lumière, c'est une unité de distance qu'on utilise en astronomie. Et ça veut dire que ça prend 25 ans à la lumière pour parcourir cette distance-là. Mais bon, 25 années-lumière, c'est assez proche. Pour moi, c'est comme au coin de la rue. À l'intérieur de 25 années-lumière, il n'y a pas de danger. Et là, il existe un système qui est à 150 années-lumière de la Terre qui pourrait éventuellement devenir une supernova. Ça serait dans 1,9 milliard d'années. Bon, la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil se déplace dans la galaxie. Cette potentielle étoile supernova se déplace aussi dans la galaxie. Et donc, dans 1,9 milliard d'années, mais il serait rendu loin. Donc, moins dangereux. Il existe d'autres étoiles qui sont plus proches, qui vont aussi devenir des supernovas, mais elles ne sont pas assez proches pour qu'il y ait un impact. On peut penser à Bételgeuse, qui est une étoile qui va devenir une supernova incessamment. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 100 000 ans. Ouais. C'est ça, le incessamment? Incessamment, en astrophysique, c'est des échelles de temps différentes. Hein? Mais celle-là, elle est assez loin qu'en termes d'impact sur la vie, mais ça va être joli. On va la voir dans le ciel, peut-être même le jour. Mais ça n'aura pas d'impact grave sur la présence de la vie sur la Terre. Si on retourne à nos astéroïdes, est-ce que ça a inquiété suffisamment l'humanité pour trouver des façons de s'y attaquer avant qu'ils entrent en contact avec la planète? Est-ce qu'il y a eu des choses de faites pour empêcher ça? Mais en fait, il y a plusieurs projets en cours qui tentent de protéger la Terre. La première chose, c'est de pouvoir les identifier. Donc, il faut pouvoir les voir et souvent, ces astéroïdes-là arrivent du côté Soleil. Vous l'avez tous vécu, vous êtes en train de conduire, là, vous regardez le Soleil, vous ne voyez rien parce que le Soleil est brillant. Donc, s'il y avait quelque chose, une voiture, un piéton qui arrivait vers le Soleil, vous ne pourriez pas le voir. C'est notre problème ici présentement. Donc, la plupart des astéroïdes qui pourraient arriver en collision avec la Terre arrivent du côté Soleil, ce qui est très difficile pour nous de les détecter. Donc, on peut regarder dans l'infrarouge. Ça, c'est la chaleur thermique des corps. Il y a plusieurs télescopes sur la Terre qui observent le ciel et qui tentent de détecter ces astéroïdes qui pourraient être dangereux pour la planète Terre. Donc, d'un côté, on a ça. Et de notre côté, récemment, on a fait une expérience où on a envoyé une sonde sur un astéroïde pour tenter de dévier sa trajectoire. Et ça a été fait avec succès. Donc, ça veut dire que si on était capable de voir qu'il y avait un astéroïde qui s'en venait vers nous et de le prédire avec assez de temps pour envoyer notre sonde et la dévier, puis on pourrait se protéger. Et ça a été réussi quand? Bien, en fait, ça a été réussi tout récemment, donc en 2022, avec la mission DART,
On a vraiment réussi à dévier la trajectoire d'un astéroïde. C'est tout un exploit. Ça, je dois dire, là, je dois le mettre en évidence. Ça fait vraiment un film de science-fiction, là. Oui, il semble que dans beaucoup de films, ils auraient aimé réussir ça, mais non, ça n'a pas fonctionné. Ils ont souvent aussi des échelles de temps très courtes. Ils se réveillent le matin, ils la voient déjà à l'horizon, là, la boule de feu, et oh non, il y a un astéroïde qui va détruire New York. Et s'il y a un de ces scénarios catastrophes-là qui se réalise, est-ce que, avec la technologie qu'on a actuellement, on pourrait mettre les humains sur un vaisseau spatial et aller sur une autre planète? C'est une très bonne question. Je dois dire que je l'apprécie particulièrement parce qu'un de mes champs de recherche, c'est ce qu'on appelle des exoplanètes. Donc, les planètes qui tournent autour de d'autres étoiles que notre Soleil. Donc, quand je parlais de mon pâté chinois de l'univers, donc on a le Soleil. Autour du Soleil, il y a des planètes et des étoiles. Comme le Soleil, dans notre galaxie, il y en a des centaines de milliards. Et on pense que toutes ces étoiles-là ont une ou plusieurs planètes. C'est ce qu'on appelle des exoplanètes. Donc, si on pense seulement en termes de statistiques, donc ici, on a 8 planètes, il y en a une sur laquelle il y a la vie. On a des centaines de milliards d'étoiles qui ont aussi des planètes. Pourquoi il n'y aurait pas d'autres planètes habitables? Pas habitées, mais disons habitables, qui soient juste parfaites pour nous. Bien, la seule planète qui est parfaite pour nous, c'est la Terre. Malheureusement. Pourquoi? Mais la planète Terre, la vie telle qu'on la connaît a évolué pour notre planète. Elle est vraiment faite pour ça, la planète Terre. C'est notre vaisseau spatial juste à nous. On peut penser à Mars. Mars, c'est la voisine. Mars, c'est la planète juste à côté. Mars, elle est un petit peu plus loin du Soleil, donc il fait un peu plus froid. Elle n'a pas d'atmosphère. Par exemple, la Terre a une atmosphère qui nous protège des rayons néfastes du Soleil et qui crée un effet de serre. Un peu d'effet de serre, c'est bien. C'est ce qui fait qu'il ne fait pas trop froid, pas trop chaud sur la planète. Sur Mars, il n'y en a pas. Donc, si on voulait aller sur Mars, il faudrait d'abord la transformer pour qu'on puisse y vivre. Parce que présentement, aller sur Mars, on ne peut pas respirer. On ne peut pas faire de culture, donc il n'y a pas de plantes. On ne peut pas vraiment y vivre. Donc, il faudrait d'abord la terraformer, donc la transformer. Et ça, bien, c'est un processus qui prend des temps longs pour les êtres humains, court pour l'astrophysique, et qui est triste aussi, parce que, je ne sais pas, on a déjà une planète, elle est juste parfaite pour nous. On devrait la garder parfaite pour nous, plutôt que d'aller voir une autre planète, la détruire, la modifier, pour qu'elle devienne parfaite pour nous? C'est une question un peu philosophique, un peu éthique, là, mais moi, je pense qu'on devrait d'abord prendre soin de notre planète. Ensuite, est-ce qu'on pourrait déménager carrément sur une autre planète qui tourne autour d'une autre étoile? Bien, l'étoile la plus près du Soleil s'appelle Proxima du Centaure. Elle est à 4 années-lumière de la Terre. Donc, 4 années-lumière, c'est proche, mais pas vraiment. Parce qu'en fait, 4 années-lumière, ça prend 4 ans à la lumière pour se rendre. Mais nous, on ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Et donc, pour pouvoir se rendre à cette planète-là, autour de cette étoile-là, bien, ça prendrait des dizaines de milliers d'années. Bon, il faudrait aussi construire un genre de vaisseau. Là. Vous voyez toutes les difficultés. Là, il n'y a pas un être humain qui survivrait à ce voyage-là? Ça serait difficile parce que, bon, à la vitesse de la sonde New Horizons, on parle de 80 000 ans. Et donc, cette planète-là, qui est autour de Proxima du Centaure, elle est rocheuse. On pense qu'elle est rocheuse comme la Terre. Elle n'est pas trop loin, pas trop proche de son étoile. Mais on ne peut juste pas s'y rendre. Donc, la seule planète qui est parfaite, avec les technologies qu'on a en tout cas, étant donné qu'on ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière ou plus vite, c'est la Terre. Je comprends. Si on se projette un peu plus loin dans le temps, puis au-delà de la planète Terre dont on vient de parler, c'est quoi les événements destructeurs qu'on peut prévoir dans l'univers? Bon, on peut les prévoir, mais on ne peut peut-être pas les prévenir. Donc en termes d'événements qui vont être assez marquants là, dans l'histoire de la vie de notre système solaire ou de notre galaxie. Dans à peu près 4,5 milliards d'années, notre galaxie va entrer en collision avec la galaxie Andromède. Donc, on a 2 nuages d'étoiles, si on veut, qui vont fusionner l'un avec l'autre. Comme je disais, ce qu'il y a particulièrement dans notre univers, c'est du vide. Donc, les chances de collision étoile à étoile ou Terre à quelque chose sont relativement faibles. Ça va quand même avoir des grands impacts. Donc, des impacts qui peuvent être variés, qu'on ne connaît pas très bien. Certains pensent que le Soleil va se retrouver à s'approcher du centre d'une des 2 galaxies, et donc le Soleil serait absorbé, aspiré par le trou noir. Et là, il se passe un phénomène dont j'adore le nom, là, qui s'appelle la spaghettification. C'est-à-dire que les objets qui s'approchent trop proche d'un trou noir deviennent des spaghettis. D'accord. Donc, si moi, je m'approche trop proche d'un trou noir par les pieds,
Mes pieds sont plus attirés que ma tête par la gravité intense du trou noir. Et donc, je vais me retrouver à m'étirer comme un spaghetti. Et c'est ce qui pourrait arriver au Soleil s'il s'approchait trop proche du centre d'une de nos galaxies pendant la collision entre les deux galaxies. Ça risque de pas être très efficace pour réchauffer notre planète. Il va se passer beaucoup de choses qui vont être très désagréables. Et donc ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est qu'en fait, le Soleil se trouverait plutôt à être expulsé un peu plus loin de la galaxie. Et à peu près au même moment, dans 5 milliards d'années, notre Soleil va mourir. Parce que tout naît, tout meurt, même les étoiles. Et bon, le Soleil, ce qui va se passer, c'est qu'il va d'abord gonfler. Et en gonflant, devenant de plus en plus gros, il va se retrouver à aspirer Mercure, la première planète du système solaire. Et ensuite, il va continuer à gonfler jusqu'à Vénus, peut-être même jusqu'à la Terre ou Mars. On n'est pas certain ici, selon les différentes hypothèses. Et ensuite, il va souffler ses couches externes, ce qu'on dit, parce qu'une étoile comme le Soleil, ça brûle son hydrogène, ça fait de l'hélium. On peut voir ça un peu comme un oignon. Et donc, les couches externes vont juste ne plus être attachées gravitationnellement au centre de notre étoile. Et donc, l'eau va s'évaporer. Et peut-être que la Terre va redevenir en fusion. Donc, la planète va peut-être exister encore, mais la vie telle qu'on la connaît, en tout cas, sur cette planète, oh, ça va avoir été difficile. Mais c'est dans très longtemps. Tous les savoirs scientifiques sur les planètes, les galaxies, l'univers, c'est le fruit d'une évolution qui s'est faite à coup d'essais et d'erreurs, avec l'aide des progrès technologiques. Pour moi, c'est une des choses qui est excitante à propos de l'astrophysique. C'est pas figé. C'est une science qui évolue. Ça commence dans les temps immémoriaux, avec les premiers humains qui ont commencé à regarder le ciel, dans plein de cultures différentes. On connaît plein de choses sur le Soleil grâce aux Chinois qui ont fait des observations du Soleil pendant des années et des années. On connaît plein de choses aussi sur des supernovas, une supernova qui aurait explosé en 1051, qu'on peut retrouver dans des écrits des Chinois. Donc, il y a plein de choses qu'on peut retracer assez loin dans le passé. Bon, Aristote avait plein d'idées sur comment l'univers tournait autour de la Terre. Donc, c'était une autre vision. Mais c'est en constante évolution. Et ça, c'est quand même assez fascinant. Est-ce que certaines découvertes marquantes qui ont aidé à faire de grands pas, un grand bond vers les connaissances sur la fin de l'univers? Relativement récemment, donc ici on va dans le relatif, donc en 1965, il y a une équipe de chercheurs qui a découvert le fond diffus cosmologique. Et ça, c'était la première preuve directe qui allait dans la direction que le Big Bang s'était réellement produit. Donc le Big Bang, c'est notre hypothèse pour la naissance de l'univers. Au début de l'univers, il y avait une singularité, c'est-à-dire un point infiniment petit, mais aussi infiniment dense. Et c'est de là que notre univers est parti. Donc moi, j'aime le voir un peu comme une graine. Et donc, ce que les chercheurs ont trouvé en 65, ce fond diffus cosmologique, c'est le plus loin qu'on est capable de voir dans notre univers et dans le temps. Parce qu'on se souvient que quand on regarde une étoile dans le ciel, on la voit maintenant avec nos yeux, mais la lumière qu'on voit, elle a été envoyée il y a quelques années. Donc, si je reviens à Proxima du Centaure, elle est à 4 années-lumière de nous. La lumière que je vois a été émise il y a 4 ans. Si je vois une étoile qui est plus loin, qui est à 200 années-lumière, ça a pris 200 ans à la lumière pour se rendre jusqu'à nous. Donc, jusqu'où est-ce que je suis capable de voir? Et on est capable de voir ce fond diffus cosmologique qui nous montre que notre univers, quand il avait à peu près 400 000 ans, il était très, très homogène. Et ça vient prouver, en tout cas, ça vient mettre un point du côté de l'hypothèse du Big Bang. Et de là, bien, on a continué à travailler sur cette hypothèse. Et il y a un satellite qui s'appelle WMAP qui a pris de nouvelles données vers le début des années 2000, pendant plusieurs années, au moins 9 ans de suite, pour tenter de calculer les paramètres cosmologiques. Et les paramètres cosmologiques, ça inclut l'âge de l'univers et ça inclut aussi sa densité. Et la densité ici, la densité de l'univers, c'est la caractéristique importante pour savoir si ce qu'on a, c'est un univers ouvert, qui est en expansion continue, qui s'en va vers cet univers froid dans très, très, très longtemps, ou si ce qu'on a plutôt, c'est un univers qui est fermé et où on aurait ce fameux Big Bang à Big Crunch, à Big Bang de façon continue. Donc, on connaît certaines choses, mais il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que c'est en constante évolution.
Mais est-ce qu'il y a aussi des divergences d'opinion, des hypothèses différentes selon les astrophysiciens à qui on va parler? Toujours. Parce que tout le monde a sa théorie ou son projet sur lequel il ou elle travaille. Donc, tout à fait, il y a toujours des gens qui vont travailler sur différentes hypothèses. Et c'est un peu ça qui permet aussi à la science d'avancer. Donc là, présentement, on a cette hypothèse de ouvert ou fermé ou critique pour notre univers. On semble avoir plutôt un consensus d'un côté que de l'autre, mais après, d'autres données vont arriver et puis, ou d'autres expériences vont être mises en œuvre et c'est ça qui va nous permettre d'évoluer. Il y a très, très peu de temps, on ne savait pas que les ondes gravitationnelles, ça existait pour vrai. C'est une découverte de 2017. Et bien ça nous a permis d'aller vers d'autres endroits inexplorés en astrophysique. On vient relativement récemment, je pense que c'est 2019, de prendre la première photo d'un trou noir. Donc, il y a encore plein de choses à découvrir dans notre univers. Frédéric continue d'étudier les astres, bien au-delà des questionnements sur la fin du monde. Elle est aussi gestionnaire de projets à l'Observatoire du Mont Mégantic, où elle développe des instruments qui sont utilisés partout dans le monde, même dans l'espace. Elle enseigne à l'université, mais va aussi dans les écoles primaires, où elle explique les planètes et les étoiles aux tout-petits. Elle tente de leur transmettre sa passion pour l'espace et de les sensibiliser à nos grandes responsabilités de terriens. Je dirais que le plus grand adversaire à notre propre planète, c'est pas les différents dangers qui proviennent de l'espace. Je pense que c'est nous sur la Terre. Et ça, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire, nous comme individus, nous avec nos gouvernements, plutôt que de s'inquiéter qu'une roche de l'espace puisse nous percuter d'ici 500 000 ans. Ça sent la fin de notre série, dont vous venez d'écouter le 4e et dernier épisode. Je m'appelle Stéphanie Marin. Ce balado est réalisé par Félix Deschênes. On remercie Philippe Papineau, Guillaume Levasseur, Jean Balthazar et Valérie Duhem pour leur regard créatif. On est déjà attelé à la production de nouvelles séries, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si le thème de la fin du monde vous réveille la nuit, on aimerait ça vous lire. Écrivez-nous via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Merci à vous d'avoir été des nôtres.